Salutations. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'enregistrement du discours du 18 juin. Discours très important pour la France durant la Seconde Guerre mondiale. Il est prononcé par le général de Gaulle et invite les Français libres à continuer la guerre face aux Allemands, comme vous le savez. Mais une chose que vous ne vous êtes peut-être jamais demandé, c'est pourquoi c'est de Gaulle qui fait cet appel? Qui est-il? Quelle est sa légitimité pour se placer en tant que représentant de la France? Faisons donc un focus sur ce personnage avant de revenir au cadre global de la Seconde Guerre mondiale. Charles de Gaulle est né en 1890 à Lille dans le nord de la France. Très jeune, il se tourne vers la carrière militaire, participe à la Première Guerre mondiale et à la guerre russo-polonaise de 1921. Puis, il rentre en France pour devenir tacticien. Il est alors sous la houlette du maréchal Pétain. De Gaulle devient conférencier et théoricien militaire et développe alors une idée, alors complètement opposée à la majorité des avis. La plupart des militaires français, traumatisés par la guerre de 14, envisagent une tactique très défensive, la France restant à l'intérieur de ses frontières et ne faisant que se retrancher, notamment à l'aide de la ligne Maginot. De Gaulle, lui, est totalement opposé à cette doctrine. Il a compris que le nouveau matériel et la motorisation permettaient une bien plus grande vitesse à l'armée et qu'il vaudrait mieux former une armée plus motorisée et plus rapide, quitte à en réduire les effectifs. C'est le sens de son ouvrage « Vers l'armée de métier » qui postule que 100 000 hommes seraient suffisants. Il explique dans les mémoires de guerre « Partant de là, je fixais le but à atteindre. 6 divisions de ligne et une division légère, motorisée tout entière, blindée en partie, constitueront l'armée propre à créer l'événement. Son idée de motorisation de l'armée n'est pas acceptée par l'armée française. Nique ta mère. C'est ce qui explique, et là nous revenons au cadre global, la non-intervention des Français lorsqu'Hitler franchit le Rhin et reprend la Rhénanie et la Sarre en 1935. L'armée française était bien plus puissante que l'armée allemande, mais elle n'a pas reçu l'ordre de l'attaquer, enfermée dans une doctrine stupide. De Gaulle compare cette bêtise à celle de Napoléon III qui, en 1868, avait laissé les Prussiens vaincre nos alliés allemands du Sud, voir ma vidéo sur Bismarck. Je cite, « De combien de sang et de larmes payâmes-nous l'erreur du Second Empire, qui laissa faire Sadova sans porter les armes sur le Rhin ?» C'est ce qui explique que la France a laissé se faire l'Anschluss, la réunion de l'Autriche à l'Allemagne, faite en 1938 et qui a surtout été une invasion légitimée par un vote sans valeur. La France ne réagit pas. En France, loin de tenir compte de cette rude démonstration, on s'appliqua à rassurer le public par la démonstration ironique des pannes subies par quelques chars allemands au cours de cette marche forcée. On ne se laissait pas davantage éclairer par les leçons de la guerre civile espagnole, où les tanks italiens et les avions d'assaut allemands, si réduits que fut leur nombre, jouaient le rôle principal dans tout combat où ils paraissaient. C'est ce qui explique la trahison des accords de Munich en 1938, qui laisse la Tchécoslovaquie à la merci des Allemands, l'abandon final de la Tchéquie rattachée au Reich en début 1939. C'est ce qui explique que la France est restée derrière sa frontière en 1939, laissant l'Allemagne s'occuper de la Pologne, laissant les hussards polonais mourir face aux Panzers. Car, tandis que les Français étaient restés dans une idée défensive, les Allemands, eux, avaient mis en œuvre l'idée de Gaulle, qui n'était pas le seul à en parler certes, mais qui en était un des présentants. L'idée d'une armée offensive, motorisée et blindée, capable rapidement de faire la différence. De Gaulle dit lui-même dans ses mémoires de guerre, s'était fait lire son livre « Vers l'armée de métier ». Göring de plus apportait un élément dans la guerre que De Gaulle n'avait pas prédit. Sa théorie n'était pas parfaite. De Gaulle s'était mépris quant au rôle de l'aviation. En effet, il pensait que celle-ci serait secondaire dans la guerre, alors qu'elle fut capitale. Ainsi, l'armée allemande prenait une avance en termes de motorisation et de blindage, ainsi que dans l'aviation. Toutes les défaites, toutes les erreurs, tous les abandons d'alliés sont dus à une doctrine lâche de repli derrière la ligne Maginot. Alors en mai, lorsque les Allemands s'attaquent enfin à la France, il ne faut pas s'étonner que les Français ne puissent rien faire. Rien faire, ou presque. Comme dit De Gaulle, il existait pourtant 3000 chars français modernes et 800 automitrailleuses. Les Allemands n'en avaient pas plus, mais les nôtres étaient, comme prévu, répartis dans les secteurs du front. Donc c'était par la bêtise des dirigeants militaires français et non pas par manque de matériel que cette campagne fut perdue. Le colonel de Gaulle, à tête de la 4e division de cuirassés, qui ne se constitue que goutte à goutte, et avec des éléments divers qui se sont unis pour la première fois, réussit à Abbeville à gagner du terrain. Malheureusement, cette contre-attaque n'est que temporaire, et avec les renforts allemands, le terrain est vite repris. Sur le front global, c'est la débâcle.
Les Anglais fuient à Dunkerque et les généraux français, certains de la défaite, veulent mettre fin au combat au plus vite. De Gaulle est nommé secrétaire d'État et général. Pétain, le revoyant avant une réunion des Alliés quant à la défaite, lui dit « Vous êtes général, je ne vous en félicite pas. À quoi bon les grades dans la défaite ?»« Mais vous-même, monsieur le maréchal, c'est pendant la retraite de 1914 que vous avez reçu vos premières étoiles. Quelques jours après, c'était la Marne. » Aucun rapport. Sur ce point, il avait raison. Durant la réunion, Churchill, face au maréchal Pétain défaitiste, prend la parole. « Voyons, monsieur le maréchal, rappelez-vous la bataille d'Amiens en mars 1918, quand les affaires allaient si mal. Je vous ai fait visite à votre quartier général. Vous m'indiquiez votre plan. Quelques jours plus tard, le front était rétabli. » Pétain lui répondit « Oui, le front fut rétabli. Vous, les Anglais, étiez enfoncés. Mais moi, j'ai envoyé 40 divisions pour vous tirer d'affaire. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes en danger. Où sont vos 40 divisions ?» Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! De Gaulle raconte ensuite. Monsieur Churchill parut imperturbable, plein de ressorts, mais se tenant vis-à-vis des Français, aux abois, sur une cordiale réserve, saisi déjà, et non peut-être sur une obscure satisfaction, par la perspective terrible et magnifique d'une Angleterre laissée seule dans son île, et que lui-même aurait à conduire dans l'effort vers le salut. Quant à moi, pensant à la suite, je mesurais ce que ces palabres avaient de vain et de conventionnel, puisqu'elles n'avaient pas pour objet la seule solution valable, de se rétablir outre-mer. Car deux alternatives se présentent. La première, capituler, cesser le combat et accepter les conditions humiliantes dictées par les nazis. La seconde est de continuer le combat, d'organiser le départ de l'armée dans les colonies. Cette idée est celle de Gaulle et du président du Conseil, Paul Reynaud. Mais pas celle du commandement. Voici un échange entre De Gaulle et Weygand, commandant en chef, relaté dans les mémoires de guerre. Vous voyez, je ne m'étais pas trompé quand je vous ai il y a quelques jours annoncé que les Allemands attaqueraient sur la Somme, le 6 juin. Ils attaquent en effet. En ce moment, ils passent le fleuve, je ne puis les en empêcher. De Gaulle répond, soit, ils passent la Somme, et après? Après, c'est la Seine et la Marne. Oui, et après? Après? Mais c'est fini. Comment fini? Et le monde, et l'Empire? Le général Weygand éclata d'un rire désespéré. L'Empire? Mais c'est de l'enfantillage. Quant au monde, lorsque j'aurai été battu ici, l'Angleterre n'attendra pas 8 jours avant de négocier avec le Reich. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. C'est pas tabou. Par la figure du général Weygand, on peut voir l'abandon général des Français. De plus, Paul Reynaud est un homme lâche. Il n'ose pas lancer l'évacuation des troupes de la métropole en Algérie, même s'il sait que cela est nécessaire pour continuer le combat. Il fait aussi entrer Pétain dans son ministère, alors qu'il sait, comme dit De Gaulle, qu'il est le paravent de ceux qui voulaient l'armistice. Puisqu'il pense, mieux vaut l'avoir dedans que dehors. Lorsque Paul Reynaud démissionne, sans surprise, c'est Pétain qui devient président du Conseil et qui demande l'armistice. Ah mais c'était sûr en fait! C'était sûr! En réponse à cette honteuse demande d'armistice, De Gaulle, alors en Angleterre, décide d'appeler les Français à continuer le combat. Cette idée a l'air vaine, inutile. De Gaulle lui-même dit « poursuivre la guerre ». Oui, certes, mais pour quel but et dans quelles limites? Beaucoup, lors même qu'ils approuvaient l'entreprise, ne voulaient pas qu'elle fût autre chose qu'un concours donné par une poignée de France à l'Empire britannique demeurait debout et en ligne. Pas un instant je n'envisageais la tentative sur ce plan-là. Pour moi, ce qu'il s'agissait de servir et de sauver, c'était la nation et l'État. Je pensais en effet que ça en serait fini de l'honneur, de l'unité, de l'indépendance, s'il devait être entendu que dans cette guerre mondiale, seule la France aurait capitulé, et qu'elle en serait restée là. Car dans ce cas, quelle que dût être l'issue du conflit, que le pays décidément vaincu fût un jour débarrassé de l'envahisseur par les armes étrangères, ou qu'il demeura asservi, le dégoût qu'il aurait de lui-même et celui qu'il inspirerait aux autres empoisonnerait son âme et sa vie pour de longues générations. Quant à l'immédiat, au nom de quoi mener quelques-uns de ses fils à un combat qui ne serait plus le sien? À quoi bon fournir d'auxiliaires les forces d'une autre puissance? Non.
Pour que l'effort en valût la peine, il fallait aboutir à remettre dans la guerre, non pas seulement des Français, mais la France. Voilà le but de la peine. Restaurer la France, l'incarner alors que Vichy l'usurpera, refuser un armistice honteux pour que vive la France libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une bonne journée. Pensez à liker, commenter et à vous abonner, cela me soutiendrait. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.